Bonjour les raqueux, merci de votre présence. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu particulier, le Vorg. Qu'est-ce que le Vorg? Le Vorg, c'est un module Eurorack, mais qui est surtout connu avant tout pour faire partie des Vult Modules. Dans VCVRack, bien entendu, le système Eurorack virtuel sur PC et sur Mac. J'ai reçu il y a quelques jours le module Vorg que j'ai commandé à Leonardo. Leonardo en a fabriqué 10, un qu'il a gardé pour lui, 9 qu'il a vendu. Le mien porte le numéro de série numéro 6. Grâce à ce petit module, le virtuel devient analogique après que l'analogique soit devenu virtuel. Expérience intéressante. Nous allons voir dans cette vidéo comment se comporte le Vorg dans VCVRack avec les Vult Modules en version digitale, et nous allons voir aussi comment se comporte le Vorg sous sa forme électronique, hardware, dans un Eurorack. C'est parti, on y va. Alors, plus précisément, qu'est-ce que le Vorg? Le Vorg est un module issu des Vult Modules. Et qu'est-ce que sont les Vult Modules? Il s'agit d'un ensemble de modules de type synthétiseur modulaire qui sont conçus pour VCVRack, l'émulation Eurorack Free la plus connue à l'heure actuelle et certainement la plus intéressante. Elle est d'ailleurs dotée de très nombreux modules, plus de 1000, plus de 1500 au moins, et parmi ceux-ci, il y a les Vult Modules. Alors la plupart sont gratuits, les Vult Modules sont payants, mais cela en vaut la peine, car dans les Vult Modules, il y a vraiment un travail très particulier. Et les Vult Modules se présentent sous la forme d'une famille, une famille assez intéressante qui est composée de 3 parties différentes. Les Vult Modules Free, donc quand même qui est la plus grosse partie, celle que vous voyez sur la gauche de cette image, qui contient énormément de modules comme par exemple le VSEC, qui est un module VCO absolument très intéressant, le Trumor 2 qui est un module de percussion de batterie vraiment sympathique, beaucoup d'utilitaires et un certain nombre de filtres déjà à la base, comme le Lateralus, le Stabilé, le Tangents par exemple, qui sont des modules qui tous copient une technologie particulière, mais sans jamais copier quelque chose qui existe. Et puis, sorti des Vult Modules, on a la partie payante, qui sont les Vult Modules en Premium, et en Premium, on a d'autres instruments, d'autres modules qui sont ajoutés, d'autres filtres, comme le Ferox, qui est un filtre basé sur le CMOS, le Vortex, le Lateralus, et puis d'autres modules synthétiseurs comme le Noxious et la version polyphonique du Noxious et d'autres choses. Et puis s'ajoute à tout ça une troisième catégorie, payante elle aussi, qui vient rajouter à tout ce qu'on vient de voir des modules qui sont appelés les Vult Compact. Alors les Vult Compact au départ devaient avoir certainement dans l'idée de regrouper plusieurs modules en un seul pour qu'ils soient plus petits, qu'ils prennent moins de place. En réalité ce sont des développements vraiment particuliers. Dans les Vult Compact, on a notamment par exemple Incubus qui est une voie de synthèse complète, véritablement très intéressante et très différente de ce qu'on peut trouver dans les 2 autres types de modules qu'on a chez Vult. Et puis on a le NOC. Le NOC, on peut le voir comme une version simplifiée du Trumor, mais pas tout à fait. Le Fric, qui est un module de filtre qui est paramétrable et qui permet en fait d'avoir accès à tous les autres filtres qui existent, donc c'est intéressant dans un seul module, et ça vaut certainement au départ le titre de compact de cette partie-là, mais on voit qu'avec l'Incubus ou le NOC, on n'est pas vraiment dans du super compact. Et puis, il y a, dans cette famille qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, le Vorg, qui est un filtre bien particulier, puisque c'est un Salenki. Ça vient du nom des 2 on va dire, inventeurs qui ont travaillé sur ce projet-là au MIT en 1955.
On ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'est un silent key en termes de structure, etc. Mais il faut savoir que le silent key est un filtre qui peut être programmé en passe haut ou en passe bas, et que ce filtre a été utilisé à de nombreuses occasions, mais principalement dans toute la gamme PS de Korg, donc le PS3002, le 3003 qui étaient des synthétiseurs polyphoniques, dans le MS-10, et un peu plus tard, ça sera le cas dans le MS-20. Et la puce qui gérait quelque chose qui ressemblait à ça, c'est la fameuse puce Korg 35, la Korg 35, qui était faite de grosso modo d'une poignée de transistors et de résistances, et qui pouvait être configurée selon les composants qu'on mettait autour. Et puis est venue l'idée donc à Leonardo de partir de ce filtre, on va dire simplifié, qui est le filtre du MS-20. Et le filtre du MS-20, plusieurs clones en ont été faits, plusieurs plans ont été tirés de ces clones pour en simplifier l'implémentation. L'une de celles dont Leonardo s'est inspiré est à l'écran en ce moment, et c'est un clone du MS-20, donc du silent key, qui est implémenté dans le MS-20, MS-10, la série PS, etc. Dans cette suite d'idées, il a conçu le Vorg, mais Leonardo a une démarche bien particulière, c'est qu'en général, il réalise physiquement, car c'est un électronicien, il réalise physiquement les modules, il les optimise en essayant d'enlever le plus de composants possible jusqu'à temps que ça sonne super bien, et que ça continue de sonner bien. Et une fois qu'il est arrivé à un schéma électronique simplifié, à quelque chose qui sonne toujours bien, mais qui est simplifié, là, il l'implémente de façon digitale, notamment grâce à Vult, qui est une sorte de langage qui lui permet de traduire du code après en C pour pouvoir fabriquer le module de façon programmatique. Le Vorg, c'est pareil, il est parti d'une idée, d'un plan simplifié, il a réalisé ce plan, et il en a fait 10 exemplaires. 10 exemplaires, alors on en voit, je pense, pas les 10, 2, 4, 6, 8, 9, c'est bien ça, on en voit 9 sur cette photo, parce que le 10e, eh ben, il le garde pour lui. Et donc, ces 9 modules Vorg ont été mis en vente de façon très très clandestine, je dirais. Il en a juste vaguement parlé et tout de suite les modules sont partis. Le mien possède le numéro de série numéro 6 et j'ai déjà retrouvé 3 ou 4 autres personnes qui en avaient sur internet. Donc c'est un petit club fermé pour l'instant, mais Leonardo espère pouvoir lancer peut-être une entreprise qui va fabriquer des modules physiques de ce genre, et on espère qu'il va réussir parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Donc le mien, je ne sais pas où il se trouve sur cette photo, mais il est quelque part parmi ces 9. Et pour la dernière fois, réuni avec ses frères. Il y a quelque chose d'émouvant, enfin bon, que seul un geek peut comprendre, c'est évident. Donc ne nous épanchons pas sur la nostalgie des circuits imprimés, mais le Vorg, c'est donc toute cette histoire qu'il y a derrière. Alors, avant de passer au module physique, parce que c'est la partie un peu excitante de le voir, de le toucher, de voir à quoi ça ressemble, le Vorg a été réalisé sous la forme d'un composant pour Vichy-Virac. Donc on le voit ici quelque part à gauche sur l'écran, et puis entouré de plein de choses. Alors ces plein de choses, c'est quoi? Ce sont des modules qui vont me servir à vous parler du Vorg et à en faire la démonstration. Donc des enveloppes, deux slaps, un analyseur qui nous affiche la courbe spectrale de ce qui sort du Vorg et de ce qui entre dans le Vorg. Donc on a les deux courbes. En rouge, la courbe de sortie, en bleu, la courbe d'entrée. Nous avons deux oscilloscopes de chaque côté du Vorg, un pour le signal qui est en entrée, l'autre pour le signal qui est en sortie. Il n'y a que comme ça qu'on comprend un composant, un contrôle, un module dans un synthétiseur modulaire. Hein. C'est en prenant des oscilloscopes, et on va le voir d'ailleurs avec le module réel, on va faire la même chose avec des vrais oscilloscopes. Et puis il nous faut du son. Alors pour du son, il nous faut un signal à traiter. On va utiliser le VCO 3340, qui est un truc très très bien, qui reprend en fait l'idée d'un VCO, un SEM, un Curtis 3340. Alors là c'est pareil, ça c'est l'App7 qui l'a mis en ligne. Le 3340, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le CEM 3340 de chez Curtis est un composant qui a été arrêté, qui a été cloné après. Curtis en refabrique d'autres aujourd'hui. C'est un peu le père de tous les VCO, de tous les grands synthétiseurs en tout cas.
Par exemple, on retrouve ça dans le Prophet 5, on le retrouve dans le SH101, on le retrouve un peu partout. Toutes les machines qui sonnaient bien de cette époque-là ont utilisé du Curtis 3340. Donc ici on a une simulation, le Curtis 3340 sort 3 signaux, carré, dents de scie et triangle. On peut lui adjoindre une sinusoïde, ou etc. Ça dépend des modules. Et j'ai choisi ce module-là parce que dans mon Eurorack, on utilisera le module 2HP, le VCO 2HP, qui est un VCO basé sur le 3340 et qui utilise les mêmes genres de sorties. Donc ce qui permettra d'avoir le même type de signal en entrée et vraisemblablement en sortie. Mais il y a une petite différence entre le VORG digital et le VORG physique, hardware. Donc voici pour cette petite présentation. On a le VORG, un oscillo de chaque côté pour ce qui rentre et ce qui sort, une analyse spectrale à droite, et puis un VCO en 3340 pour générer du son et traiter ce son via le VORG. On y va, c'est pour tout de suite. Alors la première chose dont on va s'occuper, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est de voir quelles sont les transformations de signaux qui ont lieu à l'intérieur du VORG, qu'est-ce qu'on obtient en sortie quand on met quelque chose en entrée, et de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire sans utiliser de modulation et de choses comme ça. Donc nous avons notre VORG. En entrée, nous avons un signal qui provient du VCO 3340 qui est ici, et en sortie, nous allons vers la console qui va nous donner du son. Entre les deux, le VORG avec son drive, donc comme je l'ai expliqué, qui en fait règle le volume plus qu'autre chose, et qui peut créer un écrêtage de type drive, de type saturation, quand on le pousse un petit peu. Ici, on va monter le niveau à peu près pour qu'il soit à peu près identique à la sortie, à l'entrée, je veux dire, et on regarde un peu le signal que nous avons. Il n'y a pas besoin de son pour ça. Une analyse d'un module Eurorack peut se faire dans le silence le plus complet, juste avec des oscilloscopes, pour essayer de comprendre, justement, sans le son, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après, on peut rajouter le son, bien évidemment, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous voyez, ici, le 3340 génère un signal carré qui est à peu près symétrique ici, avec ces petites imperfections. Et puis, il passe à travers le VORG. Et pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas de résonance, on a le cutoff qui est au maximum, ce qui signifie que normalement, on devrait recevoir à la sortie le même signal qu'à l'entrée. Mais attention, les modules ne sont jamais neutres. Et c'est le cas du VORG. C'est-à-dire que même lorsque leurs réglages sont soi-disant, on va dire, à 0, il n'est pas évident que le signal de sortie soit une copie conforme du signal d'entrée. Ça, c'est vrai si on a un bouton bypass sur certains modules qui permettent effectivement d'avoir uniquement le signal d'entrée, une copie en sortie du signal d'entrée. Le VORG ne dispose pas de ce genre de dispositif, ce qui signifie que même si tous les réglages sont dans leur version la plus large, la plus permissive possible, eh bien ce n'est pas forcément le signal d'entrée qu'on retrouve en sortie, et vous le voyez très nettement à l'écran en ce moment, puisque à gauche vous avez le signal carré sur le scope qui est celui fourni par le 3340, et vous avez à droite le signal qui sort du VORG alors que la cutoff et la résonance sont tous réglés de façon neutre. Alors vous apercevez aussi d'une chose très intéressante, c'est sur le spectrogramme, vous avez donc en rouge la sortie et en bleu l'entrée. Vous apercevez que le 3340 génère des fréquences très très hautes qui ont l'air d'aller au-delà même des limites de l'analyseur qui doit s'arrêter vers 20 kg. Donc on a une grande richesse dans les aigus. On s'aperçoit que le signal qui est issu du VORG, lui, connaît une chute assez brutale aux alentours de, on va dire, 15 kg, 12 kg à peu près. Et puis tout de suite une remontée, et puis quelque chose qui s'arrête très nettement avant les 20 kg. Donc ça, c'est même en ne faisant rien. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il colore le son, même si ses réglages sont à 0. Quand on va couper la fréquence, on va la baisser, vous voyez très nettement la courbe rouge, dont les aigus disparaissent, et au maximum, eh bien, on a quelque chose qui est très pentu, mais on n'a pas une disparition totale des harmoniques. Le scope nous fait voir une sinusoïde qui ondule. Je vais essayer de la booster un peu, mais on n'aura pas grand-chose de plus. Est-ce que je vais pouvoir l'augmenter comme ça? Vous voyez qu'on a une sinusoïde, mais quand même relativement triangulaire. Et ce schéma que vous voyez ici du spectre
est assez typique d'un signal triangulaire. Donc le Vorg crée un signal triangulaire à partir d'un signal carré quand on joue sur sa fréquence de coupure. Mais un signal triangulaire très étouffé dans lequel la fondamentale reste assez lisible, mais pas le reste. Voyons ce qui se passe quand on lui soumet un signal triangulaire. Quand on prend un signal triangulaire, on s'aperçoit que le Vorg crée une espèce d'arrondi ici. Et cet arrondi, c'est celui de son traitement, on va dire, de la simulation analogique. Il faut du temps pour que ça réagisse, et il y a une espèce de latence qui fait que ça arrondit la courbe, que ça élime un peu la pointe ici, que ça arrondit le creux en bas ici, et ça va être la couleur de ce filtre particulier. On retrouve par contre exactement le même schéma spectral, avec cette cassure nette, cette pente assez raide quand on arrive dans les 14-15 kg, ou à peu près, et puis cette remontée avant, ou peut-être même avant d'ailleurs, les 14 kg, peut-être à 12 ou 13, et puis cette remontée qui est faite juste avant que le filtre ne se taise complètement. Pareil, lorsqu'on va descendre la fréquence de coupure, on voit que notre vague s'écrase, on voit que ici ça a disparu dans le spectre, qu'on n'a plus qu'une pente complètement droite et quasiment raide, avec quand même des petites vagues dans les sommets, mais bon, ça ondule légèrement, jusqu'à retomber sur le même signal qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de signal triangulaire, aplati. Vous voyez, il n'est pas exactement pareil que l'autre, parce qu'on n'est pas parti de la même forme d'onde, mais on a à peu près à l'arrivée la même chose. Prenons maintenant un signal triangulaire. Eh bien, on voit le même phénomène qu'avec la dent de scie, c'est-à-dire un arrondi ici, et ici, une vague qui est creusée. On voit par contre qu'on n'a pas cette remontée de fréquence, donc c'est quelque chose de particulier, parce que le signal ne contient pas de fréquence à cet endroit-là, tout simplement, ou qu'elles sont relativement basses. Pourtant, la courbe bleue que l'on voit derrière nous montre qu'il y a de la matière si on voulait faire une petite remontée ici. C'est une particularité du filtre, ça fait partie de ce qu'on appellera sa couleur, et là, quand on ferme, on se retrouve avec quasiment plus rien. C'est la même chose. On va revenir sur notre signal carré, et maintenant on va ajouter de la résonance au filtre, et voir qu'est-ce qui se passe. Au moment où on augmente la résonance, on va voir apparaître des pointes. Vous voyez les pointes qui apparaissent, et vous voyez ici le spectre rouge qui monte et qui se creuse. Regardez, je le redescends, je le remonte, je monte le son, je baisse le son, je remonte le son, et vous voyez qu'en réalité, artefact mathématique ou pas de la simulation, en fait, on voit une deuxième bosse qui apparaît ici, donc il y a des bosses, vraisemblablement, on pourrait s'attendre, si on montait dans les fréquences, à voir plusieurs de ces bosses descendre vers le bas. En revanche, les harmoniques ici sont beaucoup plus puissantes. Si on descend, on voit qu'elles sont beaucoup plus atténuées. Et encore une fois, le signal bleu, c'est le signal d'origine. Donc ici, on n'a pas de fréquence. Pour l'instant, on ne coupe pas la fréquence. On fait que jouer sur la résonance, ce qui est bien particulier. Mais maintenant, si je commence à couper la fréquence du filtre, donc elle a baissé, on va voir apparaître sur l'oscilloscope un schéma différent qui va arriver jusqu'à une espèce de sinusoïde déformée, mais on voit que ça tremblote. Pourquoi? Parce que on est dans la résonance, et ce qu'on entend ici, et ce que l'on voit, est la résonance du filtre, et quasiment plus le signal original qui est envoyé dedans. D'ailleurs, on va rester comme ça, dans ce réglage-là, j'abaisse ici mon signal d'entrée, il n'y a plus de signal d'entrée, vous voyez qu'on a exactement la même chose. Ça, c'est le filtre qui rentre en résonance, ce qui veut dire que le son qui sort du filtre en ce moment, c'est lui qui le fabrique, puisqu'il n'y a plus rien qui lui est envoyé dans ses entrées. Donc, on peut jouer avec ça, et on voit que tout le long de la range de fréquence, le filtre est utilisable comme un VCO, en quelque sorte. On voit avec beaucoup d'artefacts qui apparaissent dans les fréquences. On a vraiment un signal très particulier, donc on va avoir un son très riche, très aigu. On peut bien sûr jouer sur l'accentuation, sur la résonance pour qu'elle soit moins puissante, et on le voit sur le spectre, quelque chose d'un tout petit peu plus pur. Et donc toujours avec aucun signal en entrée. Donc on va remettre un signal carré,
et on voit que ce signal carré là prend le pas sur le bruit généré par le Vorg, et que c'est lui qu'on voit dans la sortie plus que la résonance du filtre. Mais la résonance est très très présente, hein, et ces effets sont tout à fait remarquables. Si on passe à une dent de scie, on voit quelque chose de très intéressant se passer. On va enlever la résonance. Je vais monter la résonance progressivement. Regardez, on a l'effet de pointe comme sur le signal carré. Et puis on a, avant que ça accroche, vous voyez quelque chose qui se bombe ici. Alors ça accroche, ça accroche. Si je fais un tout petit peu le filtre, on voit ici qu'on a une espèce de boursouflure qui se crée. On voit ce signal bien spécial. On voit celui-ci se créer aussi. On va essayer de le coincer. Voilà. Donc vous voyez, là, de ça, on passe à ça, c'est-à-dire d'un signal triangulaire, on passe à cette espèce de figure qui ressemble un peu à de la FM. Et on a une image spectrale bien particulière dans laquelle on retrouve les deux bosses d'ailleurs en fin de fréquence. Si on met un signal triangulaire à la place, on retrouve ce même genre de déformation, et avec un signal carré, c'est un schéma assez différent. Alors si on fait varier la largeur d'impulsion, vous voyez, tant que je suis symétrique, ça va. Dès que je vais monter un peu et que je vais créer de l'harmonique, vous voyez, le signal spectral fait de toutes ces un peu du sang qui dégouline, là, une tache, c'est un peu gore. Mais vous voyez que l'image sur le scope ressemble beaucoup. Alors il y a une partie qui est encore carrée, et puis en fait, on a le signal carré, on a le signal d'entrée, et derrière, d'un seul coup, une espèce de battement sinusoïdal ou triangulaire très serré qui vient se rajouter dans le cycle. Ce qui va forcément créer des différences sonores très notables. On ferme. On voit qu'on a dédoublé en fait les sommets jusqu'à temps d'en avoir qu'un seul. Et ici, on dédouble, on dédouble, on dédouble. On détriple, hein, parce qu'on en a deux. On déquadruple. Bon, ça n'existe pas, mais enfin vous comprenez le principe. On déquintuple, on désextuple, etc. Jusqu'à temps qu'il y en ait vraiment beaucoup, et que la fréquence augmente, ou qu'il disparaisse et qu'il ne se voit plus que sous la forme de cette espèce d'oscillation amortie sur le signal. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est très très bien tout ça, mais comment ça sonne? Bah oui, on y vient. On y vient même tout de suite. Il est temps d'écouter un peu de son. Donc on va lancer la séquence qui est faite avec une Turing Machine, peu importe, un quantizer, bref, peu importe, tout ça c'est du décorum. Et voici notre petite séquence. Pour l'instant, vous l'écoutez directement sorti du 3340 avec juste une enveloppe dessus pour qu'on ait à peu près l'idée de ce que ça fait. On va entendre avec une dent de scie. Puis avec un signal triangulaire. Revenons au signal carré. Maintenant, je vais basculer sur le son qui sort du Vorg, sachant que le réglage est neutre. C'est pas tout à fait pareil. Je vais fermer le filtre. On va mettre de la résonance. Le filtre est en résonance là complètement et c'est lui qu'on entend. Je peux supprimer le son du 3340. Ok. D'ailleurs, pour l'instant, nous n'utilisons qu'une possibilité du Vorg sur deux, donc 50% de ces possibilités, c'est pas beaucoup. Parce que la deuxième, comme vous le voyez au centre du Vorg,
nous avons un bouton poussoir qui nous permet de basculer du mode passe bas au mode passe haut. On verra tout à l'heure les effets en mode passe haut. Donc continuons, mais cette fois-ci, on va utiliser un signal en dents de scie. Naturel, fermé, avec résonance. Pour rappel, le son original que nous avons en ce moment sorti du 3340. Et le Vorg. Prenons un triangulaire. Donc quelque chose qui est assez métallique, intéressant, mais de franchement métallique quand même. On verra que le vrai Vorg a un son légèrement différent, plus analogique, plus chaud. Alors si vous regardez le spectre en même temps, vous voyez qu'il y a de sacrées modifications quand on est en bout de course là par exemple. Alors comme tout filtre VCF, on peut bien évidemment jouer avec d'autres paramètres qui sont les modulations, c'est ce qui rend le truc intéressant. Donc par exemple, on va prendre une enveloppe et on va venir s'en servir pour moduler. Alors allez, on va commencer déjà par tout simplement un LFO sur la fréquence de coupure. Donc là avec un mélange de dents de scie et de triangle. Ça c'est une première chose. Mais on peut aussi moduler le filtre avec une enveloppe, ce qui se fait assez fréquemment. Alors le filtre du MS-20 était connu aussi bien dans sa version passe-bas que passe-haut pour ses capacités à générer comme ça des bruits très percussifs. Avec un signal carré. Alors on pourrait appliquer le même genre de traitement par exemple, ou simultanément, au deuxième CV qui lui contrôle bien sûr la résonance. Alors utiliser un ADSR ou un LFO, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil, hein. On peut bien sûr trouver des modulations beaucoup plus complexes pour créer des sons bien plus complexes. Enfin là, on n'est pas dans un cours de synthèse soustractive, donc on va se contenter de ce genre de choses, mais vous savez imaginer le reste. Une autre possibilité à laquelle on pense souvent moins, et qu'on pourra essayer d'ailleurs avec le Vorg réel, c'est tout simplement de moduler avec un signal dans la range audio. Le Vorg le permet, aussi bien sa version ici que la version réelle. Donc je vais prendre un signal dents de scie d'un autre 3340 qui est pour l'instant pas connecté, qui génère des notes sans avoir son input VC piloté par la séquence. Donc une note fixe. Et on va la mettre ici. Vous voyez qu'on a une sonorité assez métallique.
On est dans du filtrage, mais en même temps, on est dans quelque chose qui se rapproche beaucoup d'un ring modulator. Si on met un peu de reverb là-dessus. Faire en sorte que le deuxième 3340 soit aussi en phase avec l'autre et qu'il joue la même séquence. Donc on va aller chercher la même séquence. Et dans ce cas-là, on jouera plutôt sur le décalage de fréquence du VCO. Alors celui-ci ne dispose pas de réglage fin, donc on ne peut pas se décaler un tout petit peu. On peut le faire avec d'autres VCO bien sûr. Là c'est par jeu, j'ai utilisé le même. Eh bien, passons maintenant au filtre en mode high pass. Alors, je vous rappelle que le son original qui sort du 3340, c'est celui-là. Donc maintenant on est en filtre passe haut. Je vais enlever la modulation. Enlever la résonance. On va enlever un peu la reverb. Donc par ici on est très proche du signal d'entrée. On retrouve la coloration de toute façon du Vorg, jusqu'à l'effacement quasiment du signal dans l'autre sens. On va le faire avec un signal de type Dancy. On a grosso modo le même type de réaction, et ce qui est cohérent puisque c'est la même chose pour le passe bas, dans lequel quand on descend au lieu de monter, on retrouve quasiment une sinusoïde à chaque coup. Là on retrouve aussi un schéma relativement répétitif. En mode passe haut, le filtre du Korg MS-20 est capable de créer des très belles basses, utilisées par exemple pour faire des toms, pour faire des sons percussifs bas. Hein, si j'enlève tout signal d'entrée, on n'aura que la résonance du filtre. Ça descend assez bas. Hein. Alors là, nous n'avons pas de signal d'entrée, la séquence, on l'entend à travers le deuxième 3340 qui module la fréquence de coupure du filtre. On va faire pareil. On la haut passe. Et on a presque un effet de batterie avec une Charlet ou quelque chose comme ça. Avec l'attaque
de l'enveloppe, cette fois-ci sur la résonance. Et là, on n'a plus de signal. Alors voici le Vorg, voici ce qu'il fait, voici le son qu'il a dans sa version numérique, digitale, à l'intérieur de VisiVirac, donc faisant partie des Vult Modules dans le package dit compact, et que vous pouvez acheter et rajouter à votre panoplie dans VisiVirac. Alors bien sûr, tous les Vult Modules sont tous super, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite, farfouiller dans mes vidéos YouTube pour la musique, et vous verrez que j'avais fait à l'époque un tour assez grand des Vult Modules. Il n'y avait pas tous les modules qu'il y a aujourd'hui, mais enfin les principaux étaient déjà là, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Maintenant, il est temps d'aller voir le vrai Vorg, le vrai, en fait, celui qui est réalisé avec des vrais composants électroniques. C'est tout de suite, on y va. Le Vorg se présente sous la forme d'un boîtier Eurorack noir du plus bel effet, avec des boutons du même type que ceux de Moog. C'est très agréable. Il a, comme son module digital, deux entrées CV et une entrée et une sortie pour le signal. On retrouve bien entendu ici le bouton de drive, le bouton de résonance et la cutoff frequency. Il s'agit d'un module extrêmement simple, mais d'un filtre qui doit, comme son nom l'indique, être un mélange entre l'esprit des Vult Modules et le filtre, le fameux filtre du Korg MS-20, depuis lequel Leonardo est parti pour faire ce module réel. Alors, très rapidement, pour vous expliquer, on a un oscillateur en entrée, un oscillateur en sortie pour voir la modification du signal. Donc quelque chose d'extrêmement simple et de très facile à visualiser. Nous avons un VCO de HP qui est à base de 3340, comme pour la partie sous VisiVirac qu'on verra ou que vous avez vu, ça va dépendre du montage que je vais faire, et une sortie pour l'instant d'un signal, vous voyez le plus simple, carré, triangle ou dents de scie. Donc là on va prendre un triangle. Vous voyez le signal d'entrée. Le signal d'entrée est bien un signal triangulaire. Pour l'instant, il n'y a rien en sortie. Jouons une note. On va mettre un peu d'ADSR pour voir. On voit déjà qu'en sortie, nous avons une pente qui est légèrement différente de celle du module réel. Parce que le filtre, quand il est réglé même un peu en bypass, ajoute un peu de sa coloration dans le son final. La particularité de ce filtre, c'est qu'il faut monter le drive pour obtenir du volume, sinon il n'y a rien qui passe. Et on voit que ce drive, plus on le monte, plus il a tendance à couper les crêtes. C'est une évidence. Ça se voit très nettement la différence entre les deux oscillateurs, entre les deux oscilloscopes. Il faut donc trouver le sweet spot qui se trouve à peu près à la moitié du réglage. Alors, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Quand on abaisse le filtre, comme vous le voyez, notre signal triangulaire se transforme en onde sinusoïdale, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un filtre ici réglé
en La haut passe, donc en passe bas, et donc il va enlever toutes les fréquences les plus aiguës, et quand on enlève toutes les fréquences à un signal, que reste-t-il? Une fondamentale, un son quelconque, une sinusoïde. Et puis jusqu'à temps qu'on atténue tellement cette sinusoïde qu'elle finit par disparaître. Autre possibilité bien sûr de ce filtre, c'est sa résonance. Comme vous le voyez, la résonance fait apparaître, on voit très bien la différence avec le signal original, la résonance fait apparaître ici des espèces de petites aspérités le long des pentes du triangle pour donner un son très caractéristique qui va dépendre à la fois de la position de la fréquence de coupure, là on revient à une sinusoïde quasiment, mais je peux pousser et à la fréquence du filtre. Comme vous pouvez le constater, là nous sommes partis d'un signal triangulaire. Laissons les réglages tels qu'ils sont pour la différence avec un signal en dents de scie. Comme vous le voyez sur l'oscillateur de droite, nous avons une merveilleuse dent de scie. Ici, nous voyons la même dent de scie avec des déformations qui sont très significatives du fonctionnement de ce filtre. Des modifications absolument notables qui disparaissent quand j'enlève bien évidemment la résonance. On entend parfaitement l'effet. J'enlève ceci, repartons d'un filtre pur et faisons l'essai avec un signal carré. Comme vous voyez, on a à peu près le même dessin en ce moment sur l'entrée et la sortie. Je vais commencer à couper et vous apercevez que bien évidemment, fatalement, on en revient toujours au même, on revient à un signal en dents de scie. C'est donc plutôt quand on met la résonance quelque chose de intéressant. Ici, on voit qu'on accentue les aigrettes qui se font en haut et en bas du signal. Regardez cette déformation, cette très belle déformation que l'on a sur le signal carré, et écoutez le son bien évidemment. Un son qui est assez caractéristique du filtre du MS20. Alors, on pourrait abaisser ça, lancer une séquence. Et je vais toucher les réglages. Alors, en ne jouant que sur le filtre, c'est très intéressant, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Un filtre, ça se module, ça se contrôle, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va le faire en prenant un deuxième ADSR, en fait très simplifié, hein. Là, je vais utiliser uniquement qu'un seul élément de Stages que je vais commander par la même get que le reste qui est partagé ici. Et nous avons maintenant une enveloppe. On va se mettre assez snappy. Et je vais monter maintenant la modulation numéro 1.
sur la résonance. On pourrait utiliser un autre ADSR, par exemple celui de la machine qui fait la séquence en ce moment, qui est le Mini Brut 2S. On va enlever la modulation pour l'instant sur la résonance et on va monter avec une enveloppe qui envoie un signal plus adéquate. Vous voyez que là nous sommes sur la modulation de la fréquence et nous avons une résonance. On peut enlever complètement cette résonance. En montant le decay de l'enveloppe. Parce que si j'enlève, on a quasiment plus rien. En faisant une attaque longue et un decay un peu plus long, il y a quelque chose d'un peu plus flûté, disons plutôt cuivré dans ces basses notes. Alors bien évidemment, le Vorg fonctionne aussi bien en passe haut qu'en passe bas. Si on voulait simuler un MS-20, eh bien il faudrait avoir deux Vorg, comme il n'y en a que 9 qui existent au monde, en avoir déjà un est déjà beaucoup, mais si on en avait deux, placés l'un à côté de l'autre, on pourrait en avoir un en passe haut et un en passe bas, exactement comme c'était sur le MS-20, puisqu'ils étaient mis en série. Enfin ici, on peut utiliser l'un des deux modes, et nous allons voir la différence. Je vais passer en cliquant sur le petit bouton. Nous sommes maintenant en mode passe haut. On entend bien la différence dans le son. Je vais enlever les modulations. Donc, le son complètement coupé de ses basses. Là ici, il revient naturel. On va augmenter l'effet de l'enveloppe. On peut rajouter la résonance. Et de la modulation sur cette résonance. Et voilà le Vorg. Alors qu'on peut s'amuser bien évidemment à moduler avec bien d'autres choses que des enveloppes ou des signaux simples de ce type-là. Je vous propose de faire un essai par exemple en modulant le Vorg. En modulant le Vorg par exemple avec un signal qu'on va aller chercher par exemple sur la sortie du VCO en dents de scie du Moser 32 et qu'on va appliquer ici. On va relancer la séquence. Et on va monter en changeant la fréquence du VCO du Moser 32. Passer en passe bas. Vous voyez qu'on obtient des effets métalliques qui sont tout à fait intéressants. Donc nous avons une modulation via un signal en dents de scie qui provient du Moser 32 sur l'entrée de coupure de fréquence. En changeant la fréquence de ce
ce VCO, on obtient des modulations tout à fait intéressantes. On pourrait moduler par un LFO, reprenons un LFO triangulaire du Moser 32. Si on fait monter dans la range audio, on a des effets de distorsion. En filtre passe haut maintenant. Plus basse, en utilisant un signal triangulaire en entrée. Sans rien. Et en reprenant une enveloppe. Chers amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois pour d'autres aventures. Ciao!